Mesdames, Messieurs, chers collègues, ces dernières décennies ont vu le développement de l'historiographie relative à la période marquée par l'annexion de fait de l'Alsace-Moselle dans le Troisième Reich, de nouvelles approches du phénomène nazi, des actes perpétrés par le régime, comme de la logique qui y a présidé, ont vu le jour. Et la recherche s'est donnée de nouveaux objets. En témoigne notamment le catalogue de l'exposition face au nazisme le Alsacien, présenté à la Bibliothèque nationale et universitaire l'an passé, dont Madame la professeure Catherine Morel, qui interviendra dans ce colloque, a été l'un des commissaires. Les études portant sur la situation des églises allemandes et les différentes attitudes qui ont été celles de leurs fidèles et de leurs pasteurs ont également paru. Et il convient à ce propos de rappeler, si besoin était, la publication sous le titre de Protestant ohne Protest de deux forts volumes portant sur l'église protestante du Palatinat, dont l'un des maîtres d'œuvre, M. Christophe Picker, nous entretiendra en fin d'après-midi. Aussi faut-il être reconnaissant à l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, en particulier à son président, M. Christian Picker, d'avoir décidé de faire la lumière sur la sombre période traversée, de manière spécifique, dans les églises protestantes durant les années d'annexion. Sans doute le président Becker reviendra-t-il tout à l'heure sur les raisons qui ont présidé à cette volonté, plus particulièrement sur l'enjeu de la guérison des mémoires, dont il est question dans l'annonce du présent colloque et la table ronde de ce soir, dont il est question, disais-je, sur le site de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Toujours est-il que cette double manifestation, aujourd'hui inaugurée, est la réponse à l'appel que l'UEPAL a adressé il y a plus de 2 ans déjà à l'unité de recherche adossée à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. La perspective qui guidera les communications ainsi que les échanges auxquels elles donneront lieu sera celle scientifique qui prévaut dans les disciplines historiques. Il reviendra, monsieur le professeur Marc Linhart, cheville ouvrière de ces 2 journées et qui prendra la parole bientôt, d'annoncer la logique du colloque et de la table ronde qui est adossée. Tout juste dirais-je que les approches historiques qui constituent le colloque, promettent de jeter quelques lumières, et je gage qu'elle sera parfois crue, sur les différentes attitudes que les protestants d'Alsace et de Moselle, leurs pasteurs en particulier, ont pu avoir durant la période considérée, mais également les raisons qui ont pu les motiver, et la part qui a été celle de la théologie, le cas échéant, dans le contexte particulier des 3 départements annexés, et en fonction des archives disponibles. Perspective historique, ai-je dit, quiconque s'adonne en l'histoire, que ce soit en professionnel ou non, sait que l'on ne peut jamais faire entièrement abstraction de ses affects et de ses convictions, si tant est d'ailleurs qu'on le doive. La chose vaut tout particulièrement pour le sujet qui nous préoccupera durant ces 2 jours, pour ce passé qui ne passe pas, et qui travaille nos mémoires lorsqu'il ne les hante pas. Mais si la rigueur historique ne met personne à l'abri de ses affects et de ses convictions, au moins permet-elle de les mettre à distance, contribue-t-elle à ne pas en être la dupe, et prémunit-elle contre la tentation de s'en faire le bras armé, voire vengeur. Aussi cette rigueur constitue-t-elle la règle que nous nous donnerons pour nos échanges. En raison de la capacité d'accueil limitée de la salle où nous nous trouvons, nous avons été contraints, pour d'évidentes raisons de sécurité, d'en refuser l'accès à des personnes après que la jauge avait été atteinte. Pour que ces personnes et d'autres soient tout de même en mesure de prendre connaissance des communications qui seront données dans le cadre de ce colloque et des discussions qu'elles appelleront, les unes et les autres seront filmées et diffusées sur la chaîne YouTube du site de l'UEPAL. Dans la mesure où le programme est bien rempli, le temps de chaque intervention sera limité à 30 minutes et celui de chaque échange consécutif à 15. Les présidentes et présidents de séance veilleront à ce que ces temps soient respectés. Je l'ai dit, l'initiative du colloque revient à l'UEPAL, dans la personne de son président. Je tiens à remercier très vivement Christian Becker d'avoir fait appel à notre unité de recherche en lui confiant l'organisation scientifique du colloque et d'en avoir soutenu de diverses manières la tenue. J'exprime également ma très vive reconnaissance
au maître d'œuvre scientifique de cette manifestation, le professeur Marc Linard, qui y travaille depuis plus de 2 ans et qui a constitué un comité scientifique international composé des professeurs Mathieu Arnold, Claude Muller, Christophe Straub, François Huberfield et de messieurs Jean Wolf et Christian Wolf, auxquels j'adresse également mes remerciements, ainsi bien entendu qu'aux intervenantes et intervenants qui nous feront bénéficier de leur expertise durant ces 2 jours. La nomenclature universitaire opère une distinction entre enseignants-chercheurs en activité et enseignants-chercheurs émérites. D'après cette nomenclature, le professeur Marc Linard est émérite. On conviendra aisément qu'il est particulièrement actif et que la nomenclature universitaire a ses limites. Last but not least, je voudrais tirer un coup de chapeau aux personnes qui se sont chargées des aspects logistiques de ce colloque, dont le nombre de participants dépasse très largement ceux auxquels nous sommes habitués. Parmi les personnes qui, on l'aura compris, ont accompli un travail colossal et n'ont pas compté leurs heures ni ménagé leurs efforts pour que les choses se passent au mieux durant ces 2 jours, figure surtout Madame Patricia Cardinaire, à qui l'unité de recherche doit une fois encore, et cette fois de manière particulière, une très fière chandelle, ainsi que Mesdames Frédéric Cligneberger, Angèle Herny et Amandine Lay de l'UEPAL. Que toutes veuillent croire en l'expression de notre très vive reconnaissance à toutes et à tous. Il me reste, Mesdames, Messieurs, chers collègues, à vous remercier de votre présence et à nous souhaiter des échanges constructifs. d'Alsace et Lorraine. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne suis pas adepte des formules grandiloquentes, mais j'ose dire que le colloque que j'ai l'honneur d'ouvrir avec vous ce matin est un moment historique. Parce que c'est la première fois que les églises protestantes d'Alsace-Moselle mettent à l'ordre du jour, en tant qu'institution, cette page difficile de leur histoire, souvent sombre malgré aussi des traits de lumière. Il aura fallu 7 ans pour en arriver là. 7 ans depuis qu'en juin 2016, revenant du synode de l'église protestante du Palatinat, qui venait de publier les 2 tomes de Protestant de Protest, que le professeur Vial vient d'évoquer, j'avais proposé à l'Assemblée de l'UEPAL, réunie à Hoffen, d'aborder ce thème sensible. Plus de 70 ans s'étaient en effet écoulés depuis la fin de la guerre, et il me semblait que le temps était venu d'aborder le sujet avec le recul et l'objectivité nécessaires. Il fut donc décidé d'interpeller la faculté de théologie protestante pour susciter un travail académique sur le sujet. Cette interpellation resta alors sans suite. Du côté ecclésial, le débat s'est enlisé pour diverses raisons. Pour les uns, il était inutile de fouiller dans un passé révolu qui risquait de réveiller de vieux conflits. Pour d'autres, ce ne seraient que les luthériens, germanophiles et donc potentiellement antisémites, qui seraient tombés dans le piège de l'idéologie nazie, dont les calvinistes, plutôt philo-sémites et francophiles, auraient été préservés. Pour d'autres, enfin, les défis du temps présent et à venir devaient mobiliser toute notre énergie qu'il serait inutile de dissiper dans l'étude de ce passé trouble. Malgré ces réticences, le Conseil clinique de l'UEPAL décida le 16 mars 2021 d'organiser, en partenariat avec la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, le colloque qui nous réunit aujourd'hui. Avec le recul, les réserves exprimées alors m'apparaissent aujourd'hui comme autant de motifs justifiant précisément notre colloque. Vouloir oublier le passé, premièrement donc, vouloir oublier le passé sans avoir le courage de le regarder en face, c'est prendre le risque que les non-dits continuent à saper les mémoires. Encore aujourd'hui, les déchirures vécues à cette époque ont des effets délétères dans les familles, entre générations, et même au sein d'une même génération. Regarder ce passé, ce n'est surtout pas s'ériger en tribunal pour distribuer les bons et les mauvais points, c'est contribuer à la guérison des mémoires en libérant la parole.
Qu'il y ait eu ensuite des différences de comportement entre luthériens et calvinistes, comme il y en eut certainement aussi entre catholiques et protestants, est une réalité qu'il convient cependant de documenter pour éviter les jugements arbitraires. Précisément, l'intérêt d'un colloque académique est de vérifier des hypothèses sur des bases objectives. Enfin, l'intérêt principal de ce colloque n'est pas seulement pour moi l'histoire, qu'il s'agit bien sûr toujours à nouveau de revisiter sur des bases les plus objectives possibles, mais mieux comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'horreur et à l'abomination dans le passé, c'est surtout se donner de meilleures chances d'éviter de les renouveler dans le présent et à l'avenir. Notre monde actuel nous montre malheureusement que de telles hypothèses ne sont pas des chimères. Le réveil de l'antisémitisme qui continue de gangréner notre société l'illustre aussi à sa manière. Le succès net de notre colloque, pour lequel nous avons dû refuser du monde, montre à quel point il était nécessaire et attendu. L'exercice sera difficile, tant les cicatrices de cette période sont souvent encore sensibles. Je reste, pour ma part, frappé de constater la difficulté à accepter qu'un père, une sœur ou un grand-père ait pu être compromis par une collaboration active ou passive avec le régime nazi, alors que notre propre responsabilité n'est en rien engagée par leurs agissements. Bien sûr, nous aurions tous préféré que les membres de notre famille, de nos familles, aient été du bon côté. La réalité n'est malheureusement pas celle-là. Et nous savons que nombre de sagas familiales ont été ainsi enjolivées, voire travesties. Ce sera l'un des enjeux de notre colloque que de ne pas céder à la tentation de minimiser les errements de telle ou telle personne ou pasteur, tant dans notre microcosme protestant, les liens familiaux nous relient encore assez directement à cette période. Quant aux églises, la nôtre comme nos églises sœurs protestantes ou l'église catholique, il leur est difficile de reconnaître leurs égarements en tant qu'institution. En protestantisme, cela est d'autant moins justifié que l'Église, bien que porteuse d'une vocation divine, se comprend comme une réalité humaine faillible, un vase d'argile. L'Église catholique, qui a une compréhension sacramentelle de son être propre, a montré beaucoup de courage dans sa volonté de lever l'omerta sur les abus sexuels en son sein. Notre Saint-Père Réformanda ne devrait-il pas nous rendre cette tâche de retour sur un passé douloureux plus facile? Des institutions se disant porteuses de vérité peuvent-elles rester dans le déni, la dissimulation, voire le mensonge, sans se décrédibiliser? Au-delà du débat historique, il y a là un enjeu spirituel. Les églises, cela a été souvent souligné, ne sont pas les seules institutions à avoir du mal à regarder leur passé avec courage et lucidité. Ainsi, faut-il rappeler qu'il aura fallu 50 ans après la fin de la guerre pour que le président Chirac reconnaisse la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Car il était clair, jusque-là, que la France, qui se trouvait du côté des vainqueurs, était tout entière résistante, croyance qui relevait bien sûr plus du mythe que de l'histoire. Je forme donc le vœu que notre colloque puisse nous aider à connaître et à reconnaître individuellement et collectivement la responsabilité qui a été celle des personnes, des institutions qui ont vécu cette triste période. Je souhaite que nous le fassions dans l'écoute mutuelle, dans le respect de chacune et de chacun et avec la dignité que requiert pareil sujet. J'affirme avec force et clarté que ce colloque n'est pas une fin qui permettrait de classer une fois pour toutes le dossier, mais qu'il est au contraire la première étape d'un processus qu'il conviendra de poursuivre ou d'approfondir sous des formes à définir. Je conclus en remerciant très chaleureusement la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg d'avoir accepté d'organiser ce colloque à travers la personne du professeur Marc Vial qui nous a accueillis ce matin. Et je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance au professeur Marc Linhart qui a coordonné l'organisation du colloque. Alors que ça a déjà été évoqué en termes très élégants, il aurait eu le droit de consacrer sa retraite à des sujets plus faciles. Merci à toutes les intervenantes et intervenants qui n'ont pas aménagé leur peine pour travailler des sujets et approfondir les questions jusque-là peu connues. Je vous remercie pour votre attention.
Mesdames et messieurs, en 1949, Germain Müller, humoriste et fondateur du cabaret strasbourgeois d'Orly, présentait une revue Redemandez le Faune. N'en parlons plus. Il exprimait par là l'attitude de bien des Alsaciens qui voulaient passer sous silence ce qui s'était passé pendant et après la guerre, en taisant les compromissions, les souffrances, les condamnations. La pièce de Müller évoquait tout cela. Elle rompait avec le silence, elle faisait rire, tout en évoquant aussi l'aspect tragique de cette histoire. Mais si bienfaisante qu'ait été cette revue, elle ne pouvait évidemment pas éclairer en une seule fois une histoire complexe, ni faire place à tous les acteurs, collaborateurs et victimes de ce qui s'est passé entre 40 et 45. Après avoir ri, jaune peut-être, beaucoup d'entre eux se sont installés dans le silence, comme allaient le faire, et j'en étais, 15 ans plus tard, ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie. Ces silences, qui étaient loin d'être apaisants et qui avaient des raisons diverses, méritent assurément l'attention des historiens. Ceux-ci ont tardé quelque part, d'une certaine manière, à aborder la question de la Deuxième Guerre mondiale en Alsace. Certes, dès 1945, paraissait un livre de Marie-Joseph Bopp sur l'Alsace sous l'occupation allemande. Mais c'est surtout au cours des années 70 à 80 que les travaux sur l'occupation se sont multipliés. En ce qui concerne les pasteurs protestants et les églises protestantes, nous avons, Bernard Fogler et moi-même, organisé en 78 et en 79 des rencontres régulières à l'Université de Strasbourg avec des acteurs et des témoins de l'époque. Elles ont été répercutées, je tiens à le dire, dans plusieurs articles de Fogler. Entre 81 et 85 et 95, deux mémoires de maîtrise, l'un en théologie protestante et l'autre à la faculté d'histoire, ont été consacrés aux églises protestantes d'Alsace et de Moselle pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que du côté catholique, Michel Denneken publiait en 81 son mémoire de maîtrise sur l'Église catholique pendant cette période. D'autres mémoires de maîtrise protestante ont traité des journaux protestants publiés entre 1933 et 1940. On peut regretter que ces divers travaux, fondés sur des sources écrites, mais aussi sur des témoignages oraux des survivants, soient restés confidentiels. Aujourd'hui, un nouvel intérêt se manifeste pour rompre le silence, pour poser des questions et pour saisir un passé qui est loin d'être dépassé. Certes, les témoins de l'époque ont pour la plupart disparu. En même temps, des sources écrites se sont ouvertes, en particulier aux archives départementales. Pour autant, cela a été dit par M. Becker, il y a toujours des réticences à aborder le passé. Réticences fondées en particulier sur la crainte qu'on pourrait disqualifier les ancêtres et la famille. C'est pourquoi il faut préciser le but de notre colloque. Il veut certes mettre toutes les cartes sur la table, y compris ce qui peut nous apparaître aujourd'hui comme des défaillances, des erreurs et des fautes. Nous aborderons pourtant tout cela avec détermination, avec humilité aussi, par rapport aux personnes de l'époque, en nous demandant toujours et encore ce que nous aurions fait à leur place. Rien ne doit pour autant être occulté.
pour autant, nous mettrons en évidence non seulement l'attitude des individus, mais aussi le contexte de l'époque, l'enracinement culturel, social, politique et familial des uns et des autres, en essayant de comprendre pourquoi et comment certains ont adhéré plus ou moins au nazisme, alors que d'autres ont résisté d'une manière ou d'une autre, ou sont restés majoritairement attentistes. Tout en étant fondamentalement orienté vers la recherche historique et ses exigences, le présent colloque fera place aussi à une approche mémorielle, en particulier lors de la table ronde de ce soir, mais aussi dans l'une ou l'autre communication. Les deux approches sont à la fois distinctes et complémentaires. La mémoire est le fait des témoins, des acteurs, ou encore d'écrivains, de journalistes. C'est une des sources des historiens, quelquefois la seule, mais l'histoire ne peut pas s'en contenter. En effet, il s'agit de mettre les sources mémorielles en perspective, en les confrontant en d'autres sources, et toujours encore de les aborder de manière critique. Même si le colloque traitera principalement des pasteurs d'Alsace-Moselle, en évoquant quelques personnes et en proposant un bilan, il ne se limitera pas aux pasteurs. Une étude sur l'autonomisme en Alsace entre 1918 et 1940 est proposée. Plusieurs communications traiteront du nazisme en général et des réticences ou réactions qu'il a suscitées. La démarche va aussi au-delà de l'espace d'Alsace et de Lorraine, avec un regard sur l'église protestante du Palatinat et son travail de mémoire. Il y aura d'autre part une prise en compte de l'église catholique à la même époque et un exposé sur la situation des Juifs. Une communication évoquera une figure clé des autorités civiles en la personne de Charles Altorfer, directeur des cultes. Et puis un dernier exposé traitera de l'épuration. Est-il besoin de le souligner? Il faudra certes tenir compte des travaux recensés par l'historiographie, évoqués aussi dans une communication, mais on se fondera principalement cependant sur les sources, sur les dossiers personnels, sur les rapports des renseignements généraux, sur les témoignages laissés par les pasteurs, sur les sources judiciaires, en les critiquant et en les croisant. Les communicants qui prendront la parole au cours de ces 2 journées sont d'origine culturelle, nationale, confessionnelle, professionnelle très diverses, et leurs opinions peuvent diverger, ce qui enrichira certainement nos connaissances et nos débats. Au-delà de ces différences, nous apprécierons leur rapport aux sources, leur argumentation et leur effort d'objectivité. Nous savons que les sujets que nous allons aborder sont souvent délicats. Nous ne voulons ni blesser, ni pratiquer la géographie. Nous sommes attachés pourtant avant tout à la vérité historique. Nous avons l'espoir que cette démarche permettra également non seulement d'interpeller, mais aussi de libérer et d'apaiser.